Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Monaco à l'heure du e-prix, alors que le paddock est en pleine effervescence. Comment se prépare le team Rocket Venturi Racing à la veille de cette course mythique? Nous serons avec le pilote de l'écurie monégasque, Eduardo Mortara. Puis nous évoquerons le coup de cœur des jeunes mélomanes. Ils récompensent chaque année une œuvre musicale récente. Le jury vient de se réunir une dernière fois avant la proclamation de son palmarès. Nous resterons dans le domaine avec les 100 ans de l'Académie de musique Régnier III. Un siècle d'histoire sur lequel nous échangerons avec la musicologue Corinne Schneider. Et à la fin de ce JT, nous nous intéresserons à la tendance des brunchs qui sont en passe de devenir le rendez-vous incontournable de nos week-ends. Plus que quelques heures avant le coup d'envoi du e-prix de Monaco, un événement qui lance la saison automobile en principauté et qui attire de nombreuses personnes. Justement, qui sont ces spectateurs, de simples curieux ou de vrais passionnés, et d'où viennent-ils? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images de Sylvain Péroumal. Saison 8 du championnat de Formule E, une discipline qui attire année après année de plus en plus de fans. Pour la 5e fois de l'histoire, la Principauté accueillera samedi un e-prix sur ses terres et son mythique tracé. Dès l'ouverture du paddock jeudi, de nombreux fans sont venus se masser de l'autre côté des barrières devant les garages. I'm from England and I came over for the race. It's quite different to Formula One. There's a lot of interesting aspects to it, and I like the fact that it's the environmentally friendly sort of version of it, and it will hopefully advance the technology, electric technology a lot. So I do like it. It's the best racetrack in the world, the best cars. Anyone can win. So hopefully Porsche win, Pascal, and that's why I'm here. Where are you from? Ireland. Oh, nice. Yeah, Dublin. I've been to Belgium for Formula One and I'm going to Spain for Formula One, but this is first Formula E. So looking forward to it. Avantage de la Formule E, une vraie proximité entre les fans et pilotes. C'était donc la chasse aux autographes et aux photos ce matin. C'est le challenge de la journée. Bon, combien d'autographes du coup au programme? Là, il y en a donc tous les pilotes, donc ils sont une vingtaine, au moins une photo par pilote. Et après, demain, on va voir si j'arrive à faire les photos. Et des fois, j'arrive à les imprimer, les relais l'après-midi. C'est une course, nous aussi. C'est votre course. C'est ma course aussi. Parce que comme c'est sur une journée, c'est pas comme les Grands Prix normaux, vous savez que c'est sur 2 ou 3 jours. Donc là aussi, même dans les tribunes, c'est la course. Et ils seront nombreux en tribune demain pour la course. Le taux de remplissage est déjà au-dessus des 70%. Une bien belle ambiance à la veille de ce e-prix aux abords du paddock. Les pilotes, eux, sont concentrés sur leur course de demain. Nous porterons une attention particulière sur le team Rocket Venturi Racing, Lucas Di Grassi et Eduardo Mortara. Ce dernier nous attend d'ailleurs dans la zone d'interview du e-prix. Bonsoir Edo. Bonsoir. Dans quel état d'esprit êtes-vous quelques heures avant le début de la course? Il y a pas mal d'excitation. On est très content d'être ici à Monaco pour cet e-prix et en plus un petit peu à la maison. Donc voilà, j'ai hâte d'être à demain pour ce e-prix. Et de s'exprimer, une victoire, un podium cette saison après 6 courses, 4e au classement constructeur. Vous jouez clairement le haut de tableau cette année. Hein. On a fait pour l'instant qu'un début de saison, donc c'est un petit peu prématuré en fait de dire ça, mais c'est vrai que ça fait super plaisir en fait de pouvoir se battre en fait pour des bonnes places pendant les courses et puis on espère continuer à faire des bons résultats, ça c'est sûr. Vous concernant, il y a un titre à aller chercher, vous avez fait vice-champion du monde la saison dernière. Oui, tout à fait, ça s'était super bien passé l'année dernière. Après cette année, il y a eu pas mal de changements de règles, donc c'est un petit peu différent, mais c'est clair qu'en étant vice-champion, l'objectif un petit peu normal pour cette année, c'est d'essayer d'aller chercher le titre. Oui, beaucoup de changements depuis le lancement du championnat de Formule E. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous pour vous? C'est l'expérience engrangée depuis toutes ces années? Bien sûr, et l'expérience, on sait à quel point elle est importante en Formule E. Après, c'est pas ma première saison en Formule E, et puis il y en a pas mal aussi qui ont de l'expérience. Donc, mais c'est sûr que l'expérience, c'est toujours en fait quelque chose de positif en Formule E. En retour sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, on l'évoquait dernièrement avec Jérôme D'Ambrosio. Tout le monde a envie de gagner Monaco, mais encore plus Venturi, parce que vous le disiez, vous êtes à la maison ici. On est à la maison. D'ailleurs, ça rajoute un petit peu de pression pour nous. On a pas mal de
pas mal d'amis, de familles, de sponsors qui viennent nous voir. Et bien sûr, ça nous tient à cœur en fait, de bien performer ici. Mais bon, après, on a toujours en fait, cette envie de finir en fait, devant. Et pour ça, en fait, finalement, il n'est pas trop différent cet e-prix. Votre coéquipier, Lucas Di Grassi, dit que le circuit de Monaco est fait pour la Formule E. C'est un circuit mythique, hein. C'est un circuit mythique et légendaire. On a tous en tête les batailles un petit peu légendaires qu'ont pu avoir des Schumacher, Senna, Prost sur ce Grand Prix. Et avoir la possibilité en fait, de courir ici pour nous, c'est exceptionnel. Je pense qu'effectivement, c'est plus simple d'avoir en fait, des shows spectaculaires avec des dépassements en Formule E plutôt qu'en Formule 1. Et donc, je rejoins Lucas sur ce qu'il disait. C'est clair que la Formule E, ça donne toujours en fait, beaucoup de spectacles ici à Monaco. Vous sentez qu'il y a de plus en plus d'engouement autour de la Formule E? Tout est fait pour être attractif, hein. Je pense et j'espère. Après, c'est un peu ce que vise la Formule E. Si on compare la Formule E à la Formule 1, finalement, on est qu'au début en fait, de la Formule E. Et puis, on va devoir continuer sûrement le développement du championnat et puis des voitures, mais je pense qu'on est en bonne voie et ça fait plaisir en fait à voir. Vous parlez de développement de voitures, la Gen 3, la monoplace sur laquelle évolueront les pilotes la saison prochaine a été présentée hier à Monaco. Qu'est-ce qu'elle a de si particulière au-delà de son design? Tout d'abord, on était très contents de tous voir cette troisième génération de voitures. Ça a été un bel événement. Sur le papier, ça va être une voiture qui sera plus performante, plus légère, plus rapide, avec plus de grip. Et en tant que pilote, c'est toujours quelque chose de fun, c'est toujours quelque chose d'amusant. Donc j'espère et j'ai hâte de conduire cette nouvelle voiture. Et puis au niveau de la régénération également? Tout à fait, une voiture qui sera beaucoup plus efficace que les deux premières voitures. Ils annoncent plus ou moins 40% d'énergie récupérée pendant les courses. Donc ça c'est fantastique et voilà, ils prouvent en fait qu'ils continuent le développement de ces voitures électriques et que ça va vraiment dans la bonne direction. Eh bien, merci beaucoup Eduardo Mortara d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. On précise aux téléspectateurs qu'ils peuvent vous soutenir demain, au-delà d'être dans les tribunes, mais avec le Fan Boost. Et ça peut faire la différence dans une course, hein. Bien sûr. Et donc on va demander à tous de voter pour nous, d'avoir le support des fans. Et en plus, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, vous avez le support déjà de Monaco Info. Merci infiniment Edo d'avoir été avec nous. Merci à vous et bonne soirée. On reste dans le sport avec vous, Crisinda Thomel. Bonsoir Crisinda. Enchaîner encore et toujours, tel est l'objectif de l'AS Monaco en championnat qui reste sur une excellente dynamique avant de recevoir une équipe en mal de points. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Pour la 35e journée de championnat, Monaco reçoit Angers dimanche à 15 h. En grande forme actuellement, les Rouges et Blancs qui restent sur 6 victoires d'affilée en championnat devront poursuivre leur lancée pour, en cas de victoire, consolider leur place dans le top 5 et pourquoi pas monter sur le podium. Oui, et l'entraîneur Philippe Clément l'a précisé en conférence de presse d'avant-match, il a le sentiment que son équipe est prête pour le sprint final. Un mot du Salon Ever, le rendez-vous dédié à la mobilité durable et aux énergies renouvelables s'est clôturé aujourd'hui. Il aura notamment été marqué par une signature d'accord, Crisinda. Effectivement, à l'occasion du Salon Ever Monaco, vous le découvrez sur ces images, Monaco Tech et Appui d'IMT Nord Europe ont confirmé l'accord de collaboration signé en 2021 entre les deux entités. Que permet cet accord? Élément de réponse au micro de Fabien Bonilla avec Lionel Galfrey. Cet accord, c'est la signature entre deux incubateurs sur des territoires différents, Monaco et le nord de l'Europe. Deux incubateurs qui encouragent l'innovation et qui sont complémentaires dans les secteurs qu'ils portent, que ce soit le numérique, mais que ce soit aussi le durable. Et l'avantage pour les deux, c'est d'échanger des réseaux et d'échanger des discussions entre entrepreneurs pour faire naître d'autres projets, comme on l'a vu à l'occasion du Salon Ever sur le village des startups. Voilà pour ces précisions de Lionel Galfrey, directeur de Monaco Tech. Cette information à présent, Frédéric Ginta
reprend le Conseil supérieur pour l'attractivité. L'attractivité de la principauté est une condition essentielle de son développement. Son enjeu est de savoir répondre aux attentes des résidents, des investisseurs, des entreprises, des salariés et des touristes. Ainsi, elle concerne l'ensemble des thématiques de l'action gouvernementale. C'est pour cette raison que le prince souverain en a fait une priorité majeure pour son gouvernement et a voulu renforcer la dimension interministérielle des actions et des politiques en faveur de l'attractivité. Dans cet objectif, le souverain a décidé de nommer un délégué interministériel à l'attractivité. Ses fonctions sont confiées à Frédéric Genta, qui devient ainsi délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique. Il est également désigné secrétaire général du Conseil stratégique de l'attractivité. Merci Christinda. Avant d'aborder les 100 ans de l'Académie de musique Régnier III avec notre invitée, la musicologue Corinne Schneider, intéressons-nous au coup de cœur des jeunes mélomanes. Il s'agit d'une opération proposée depuis plus de 10 ans par la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Elle s'adresse aux jeunes élèves de primaire et de collège qui sont en classe musicale. Ensemble, ils travaillent autour de la musique contemporaine et récompenseront une œuvre musicale récente. Le reportage d'Alexandra Pani et d'Orazio Gaggino. Ils sont attentifs et concentrés. Ces élèves âgés de 7 à 15 ans ont une mission bien précise ce matin, voter pour leur compositeur préféré. Et pour cela, chacun a ses propres critères de sélection. C'est vrai que moi, je fais de l'électroacoustique avec Monsieur Mario Marie, tous les mercredis. Voilà, donc j'ai quand même un peu plus l'habitude que certains à ça. Le choix d'instruments qu'il y avait dans les extraits, il y en a certains qui m'ont plu plus que d'autres. C'est aussi parce que je joue d'un instrument et il y avait justement cet instrument dans l'extrait, donc ouais, ça m'a plu. On a déjà l'habitude d'entendre ces genres de sons et là même les sons vraiment différents dans la même pièce, alors que d'autres ils ont peut-être pas vraiment l'habitude. Tous sont issus de classes musicales de l'Académie Régnier III et ont par conséquent une oreille déjà sensible à la musique. Une première séance leur a permis de découvrir la musique contemporaine, alors que pour cette seconde séance, ils ont écouté tour à tour les 4 compositeurs sélectionnés par le conseil musical de la Fondation Prince-Pierre, un projet qui permet d'initier dès le plus jeune âge ces futurs mélomanes. C'est une expérience particulière parce qu'on essaie de faire une introduction à l'art contemporain, à la musique contemporaine en spécial, à partir d'un âge très précoce. À la place de faire écouter des pièces contemporaines directement, je fais une introduction à l'art contemporain pour que les gens, les élèves comprennent pourquoi aujourd'hui on fait la musique de cette manière-là. Une initiation à l'art contemporain dans sa globalité pour donner toutes les clés possibles à ces jeunes élèves. Un projet qui perdure depuis une dizaine d'années pour la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Ils ont déjà des notions de musicale générale et puis en ce qui concerne la musique contemporaine également. Mais enfin, c'est le moyen pour eux d'entrer dans la matière, on va dire, de façon un peu plus personnelle et surtout d'endosser le rôle de la personne qui va juger et décider, choisir. Le résultat de ces votes sera connu au mois d'octobre et attribué en tant que coup de cœur des jeunes mélomanes à l'occasion de la traditionnelle remise de prix de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Les élèves auront ensuite la possibilité de rencontrer et d'échanger avec le lauréat. Et le lauréat du prix Coup de cœur des jeunes mélomanes remportera la somme de 6 000 €. Son nom sera dévoilé en octobre prochain. Ce reportage me permet d'accueillir notre prochain invité avec qui nous allons évoquer le centenaire d'une institution, l'Académie Régnier III. Corinne Schneider est musicologue. Elle a donné une conférence musicale hier à l'espace Léo Ferré où elle est revenue sur les dates qui ont marqué l'Académie de musique. Bonsoir Corinne Schneider. Bonsoir Émilie. Un siècle d'histoire pour l'Académie, une histoire riche, mais on oublie souvent le nom de son créateur, Louis Abiat. Qui était-il ? Louis Abiat est une des figures principales au plan musical classique en principauté. C'était un violoncelliste. Il est monégasque déjà, et ça c'est une grande fierté. Violoncelliste virtuose qui a traversé l'Europe avec son instrument. Il avait commencé par étudier à Turin, voyez-vous, et puis il avait même été appelé par Toscanini pour être violoncelle solo à la Scala de Milan au cours de sa carrière. Il est passé par Paris et il a enseigné de très nombreuses années à Saint-Pétersbourg en Russie où il a fait une grande école de violoncelle. Il a d'ailleurs écrit une méthode de violoncelle qui a été utilisée notamment ici à l'Académie Régnier III pendant plus d'une 60aine d'années. Et puis, bien sûr, il est compositeur et il n'y avait pas une seule saison en principauté sans qu'on intervienne
interprète la musique de Louis Abiat, bien sûr, au concert de l'Orchestre Philharmonique. Oui, après sa riche carrière, Louis Abiat est revenu ici à Monaco. Dans les différentes biographies que l'on peut lire, on parle de lui comme un compositeur incompris. C'est parce qu'effectivement, il avait une œuvre qui n'avait pas fonctionné à Paris. Donc on avait dit qu'il était incompris à Paris, donc incompris dans le monde. C'est faux, bien sûr. Bien sûr, il a été compris, mais effectivement, beaucoup à l'étranger et en principauté. Aujourd'hui encore, lorsqu'on joue sa musique, on se rend compte de la perfection de son style, à la fois très romantique, très français, mais aussi très lyrique à l'italienne, si vous voulez. Alors Gustave Graef puis Marc César Scotto apporteront une nouvelle impulsion à l'Académie par la suite. C'est un nouvel essor qu'ils ont voulu apporter? Oui, à chaque étape, on voit bien, il y a eu 8 directeurs et puis à présent une directrice, donc 9 responsables de cette école de musique d'abord, puis appelée Académie Régnier III. Et on voit bien que chacun des responsables de cet enseignement a apporté des pierres. Alors, Graef, évidemment, Gustave Jean Graef est très proche de Abiat dans le sens où lui aussi il est violoncelliste, lui aussi il est monégasque et il est tout à fait dans son héritage, je dirais. Avec Scotto, on a une autre, Marc-André Scotto, on a une autre dimension dans le sens où Scotto, qui était lui-même compositeur, était aussi un immense chef d'orchestre. Il dirigeait l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, évidemment, et les ballets russes de Diaghilev. Et il a donné une ampleur déjà plus nationale, voire internationale. C'est à partir de Scotto qu'on voit des élèves de l'Académie Régnier III embrasser des carrières internationales. Quelles sont les autres dates importantes à retenir concernant l'histoire de l'Académie Régnier III, qui ne s'est pas toujours appelée ainsi, vous nous l'avez rappelé? Alors d'autres grandes dates, c'est notamment le déménagement de cette école qui s'est trouvé pour commencer ici, sur le port de Fontvieille, à l'origine en 1922. Et puis le premier déménagement aura lieu à la Villa Millefiori, justement où se trouve le premier building construit et inauguré en 1969 du côté de Monte-Carlo. Ensuite, l'école revient du côté de la Condamine, dans la rue Princesse Florestine, avec 2 bâtiments ici, inaugurés notamment l'un en 1976, pour enfin arriver à la Condamine sur le port, avenue Albert Ier, tout à fait près des autres instances municipales et de la médiathèque, par exemple, de la bibliothèque. Et là, nous sommes déjà dans les années 1990. Là, on vient de balayer presque un siècle déjà de musique en principauté. Plus globalement, Corinne Schneider, Monaco a été une terre d'inspiration pour de nombreux compositeurs. Certains ont la principauté dans leur cœur. Je pense par exemple à Camille Saint-Saëns. Oui, Camille Saint-Saëns, Massenet était vraiment fréquenté la principauté à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que l'Académie Régnier III est vraiment un organe qui s'intéresse et qui est destiné directement à la population monégasque. Parce qu'évidemment, à Monte-Carlo, tout le gratin de la musique classique est venu jouer et pour la population monégasque et de passage, n'est-ce pas, dans les saisons hivernales, dans la grande saison touristique. Mais l'Académie Régnier III, elle, s'intéresse aux enfants monégasques et s'intéresse avec notamment ces classes à horaires aménagés, ce qu'on appelle les classes musicales, n'est-ce pas, à l'éducation musicale de la population monégasque. Eh bien, merci beaucoup Corinne Schneider d'avoir été avec nous à l'occasion de ce premier temps fort de la célébration des 100 ans de l'Académie Régnier III. Merci infiniment. Merci Émilie. Nous retrouvons Christine Datomel pour un nouveau point sur l'actualité en principauté avec cette décoration remise par le chef des cuisines de l'Élysée, Guillaume Gomez, au Palais Princier. Le chef Christian Garcia a reçu l'ordre du mérite agricole. Je vous rappelle que Christian Garcia est chef cuisinier du Palais Princier depuis plus de 35 ans. Oui, il est également président du club des chefs, club qui réunit les chefs cuisiniers de souverains et de présidents du monde entier. Félicitations à lui. Cette conférence à présent, Christine Date, donnée hier soir à l'Irish Library de Monaco. Oui, cette conférence a été donnée par l'auteur Nuala O'Connor et la Monaco Ireland Art Society. Nuala O'Connor est romancière, nouvelliste et poète et vit dans le comté de Galway avec sa famille.
Elle est l'auteure de 4 romans et de 6 recueils de nouvelles. Noëlla O'Connor a également remporté de nombreux prix pour ses courts-métrages. Durant cette conférence, elle a évoqué Nora Barnacle, la plus grande muse de la littérature irlandaise, à qui elle a rendu hommage en tant qu'individu, femme, gardienne et mère. Et puis retour sur ce concert des Thursday Live Session au Grimaldi Forum hier soir. Oui, celui de Laura Cox, cette prodige de la guitare électrique a fait trembler les murs du Grimaldi Forum à coups de riffs, que ce soit avec du rock, du hard rock ou encore du blues. Laura Cox s'est d'abord fait connaître seule dans sa chambre avec des reprises. Elle a enflammé le net avec des dizaines de millions de vues. Mais la guitare électrique, ça se joue aussi sur scène. Laura Cox était donc à l'espace Indigo du Grimaldi Forum pour un Thursday Live Session. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver prochainement sur Monaco Info dans votre émission musicale Backstage. Oui, et en attendant, le backstage de samedi à 21h sera consacré à l'univers éclectique du groupe Tankus The Henge. À la veille du week-end, cette idée de sortie qui a le vent en poupe, à mi-chemin entre le petit déjeuner et le déjeuner, le brunch du dimanche matin est en passe de devenir un must. Voyez ce reportage de Patricia Navarro, Kevin Garcia et Louis Borgia. Idéal en famille ou après une grasse matinée, le brunch fait un retour en force. Mis à mal par la Covid, car il s'agit dans la plupart du temps de buffets sans service à table, cette formule retrouve des couleurs et la reprise confirme l'appétit de la clientèle pour ce type de repas. Mélange de breakfast et de lunch, le brunch est servi dans les restaurants, mais aussi dans les hôtels de la principauté, comme ici au Novotel. Cette contraction anglaise de breakfast and lunch qui est un moment privilégié en fin de matinée et qui permet de rassembler toute la famille et de pouvoir finaliser soit le petit déjeuner pour les lève-tard, soit déjà un déjeuner pour les personnes qui sont actives depuis plus longtemps dans la journée. C'est une formule buffet avec bien évidemment tous les éléments qu'on retrouve dans un brunch, les viennoiseries, les sélections d'œufs, et ensuite une variété d'entrées, de tartines, d'asperges par exemple en ce moment qui sont des produits de saison. Et ensuite on a tout un buffet de desserts pour accompagner ce brunch. Le brunch trouve son origine aux États-Unis et c'est dans les années 80 qu'il a commencé à séduire les consommateurs européens. Au Monte Carlo Bay, c'est dans l'enceinte doublement étoilée du Blue Bay qu'un brunch au champagne est servi tous les dimanches. On ouvre nos portes de 12h30 jusqu'à 15h30 et tous les dimanches on reçoit environ entre 100, 110 voire 130 personnes. On peut trouver de tout, il y a des buffets, il y a un banc d'écaillés pour accueillir nos clients dès le début, un coin antipasti avec de la Saint-Jacques, du foie gras, tartare de viande, tartare de poisson également, et un petit coin boulangerie également avec différents pains que les pâtissiers confectionnent le matin même. Un coin pâtisserie. Et la clientèle ne boude pas son plaisir. Ça nous plaît tellement que lorsqu'on a des amis qui viennent de l'extérieur, on les amène ici parce que c'est différent et c'est ça qui est important. Voilà, c'est pas le repas traditionnel et c'est un repas qui permet de très convivial en fin de compte. C'est varié et c'est appétissant, on a envie de manger tout. Pas de recette particulière donc, mais quelques incontournables bien sûr et surtout un savant mélange de sucré et de salé. Bruncher, un plaisir tendance et gourmand. En effet, ça donne l'eau à la bouche. Un dernier coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain pour le e-prix, Chrisinda ? Le temps demain se partagera entre le gris et le bleu. Le soleil arrivera parfois à s'imposer, mais le ciel restera globalement couvert. Il fera 18 degrés au meilleur moment de la journée, 14 pour les températures les plus fraîches. Le soleil se lèvera à 6h22 et se couchera à 20h32. Demain, nous fêterons les Robert. Ce rappel avant de nous quitter, plusieurs rendez-vous à noter dans vos agendas. Demain à 14h55, suivez en direct le e-prix de Monaco commenté par Frédéric Elion et notre consultant Franck Phillips. Les experts analyseront ensuite dans la soirée cette étape du championnat du monde de Formule E. Et à 19h30, Roca League Tour, votre magazine consacré à l'aventure de la Roca Team en Euroleague. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT sur Monaco Info. On se quitte avec les photos de Michael Alesi et Stéphane Dana qui vous dirigent vers le e-prix. Excellente soirée à tous.